L'ambassade de Russie a adressé un avertissement au Royaume-Uni, à Londres. Elle menace les Britanniques de conséquences en raison des mesures qu'ils prennent pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. C'est l'une des menaces les plus directes que nous ayons vues de la part de la Russie depuis longtemps. Elle ne vient pas seulement, précisément, du ministère des Affaires étrangères, mais de l'ambassade de Russie à Londres, qui a lancé un avertissement très explicite et direct. Cela figurait sur le site officiel de la Fédération de Russie au Royaume-Uni. Et ils ont dit, enfin, le titre, vous pouvez le voir, commentaire de l'ambassade sur les informations selon lesquelles les forces ukrainiennes utilisent des drones britanniques pour frapper la Russie. Le Royaume-Uni agit comme complice et co-auteur des crimes sanglants et des attaques terroristes commis par les néo-nazis ukrainiens, qui cherchent à contenir la Russie et à lui infliger un maximum de dommages par procuration. Les actions de Londres auront inévitablement des conséquences, dont il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde, et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix qu'il paiera sera élevé. Le site n'a pas précisé davantage quelles étaient ces menaces, ce que c'était, ni ce qui pourrait arriver. Mais cela suscite assurément beaucoup d'inquiétude, et en réalité, moins de l'inquiétude que de la colère à Londres. Non pas de la peur, non pas un recul, mais de la colère. Mais là, la BBC s'est rapportée par Al Jazeera. La BBC a en fait contacté un journaliste, ancien vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui a déclaré plus tôt aujourd'hui à la BBC que ces conséquences pourraient inclure la possibilité d'attaques directes contre le Royaume-Uni. Il a dit que de nombreux experts militaires conseillant le Kremlin sont convaincus que l'OTAN ne réagirait pas fermement si la Russie frappait le Royaume-Uni. Trump ne permettra pas à l'OTAN de répondre, a-t-il dit. Eh bien, apparemment, Andy Burnham, le nouveau Premier ministre britannique, n'avait pas reçu cette note, parce qu'il a réagi assez rapidement. Il a déclaré que le soutien du Royaume-Uni est total, à 100%. Le Premier ministre britannique, Andy Burnham, a déclaré que Londres continuerait à soutenir l'Ukraine à 100%, après que Moscou a mis en garde contre des conséquences à la suite de la confirmation que des drones fabriqués au Royaume-Uni avaient été utilisés lors de récentes frappes ukrainiennes en Russie. Rappelez-vous, ici, c'est la BBC. Ce n'est pas une information venant de Russie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de leur ministère des Affaires étrangères. Et cela confirme que des drones fabriqués au Royaume-Uni, pas seulement des composants, ont été utilisés dans cette récente frappe ukrainienne contre la Russie. Nous ne sommes pas des amis des beaux jours, a déclaré Andy Burnham. Nous serons là lorsque l'Ukraine aura besoin de nous. Et cela ne changera pas, a-t-il ajouté. La question va donc être, que se passe-t-il maintenant? Entrons-nous dans un nouveau territoire? Y a-t-il ici de nouvelles possibilités? La guerre pourrait-elle enfin connaître cette escalade latérale, cette progression et ce débordement au-delà des frontières de l'Ukraine dont nous avertissons depuis longtemps qu'ils sont possibles? Je ne pense pas qu'on puisse encore balayer ça d'un revers de main en disant que ce n'est que de la rhétorique. Et il faut voir en quelque sorte comment on en est arrivé là. Cette guerre a commencé en 2022 avec un Occident et surtout Joe Biden à l'époque, très conscient du risque d'escalade et du fait que cela pourrait signifier, comme le disait souvent le président Biden, une troisième guerre mondiale. Vous vous souvenez peut-être de la première fois où l'idée des F-16 a été évoquée. Biden l'a écartée. Il a dit non, parce que cela voudrait dire la troisième guerre mondiale. Il y avait donc beaucoup d'inquiétude à l'idée que l'Occident, l'Europe et les États-Unis fournissent trop d'armes offensives, même au début du conflit. En quelque sorte, ils voulaient nuire à la Russie. Ils voulaient aider l'Ukraine, mais pas trop,
parce qu'ils ne voulaient pas risquer une escalade qui pourrait déborder et les toucher, en particulier le flanc est de l'OTAN. Mais ces craintes ont commencé à se dissiper. Et avec le temps, ils allaient un peu plus loin. Puis ils disaient, un peu plus de munitions, un peu plus de types de systèmes d'armes. Et à chaque fois, la Russie disait souvent, vous savez, que c'était une mauvaise chose. Vous prenez des risques. Ils n'ont jamais vraiment menacé en disant, si vous faites ça, nous attaquerons, du moins au début. Ils ont averti qu'il pourrait y avoir des conséquences, mais ils sont restés vagues. L'Occident a écouté ce qu'ils disaient, a agi pour voir quelle serait la réaction, puis a pris du recul et observé. Il ne s'est rien passé. Alors la fois suivante, ils allaient un peu plus loin. Ils s'impliquaient encore davantage et fournissaient encore plus de systèmes d'armes, plus de capacités, plus de technologie, plus de formation, plus de renseignements. Et cela se poursuit dans la phase actuelle, depuis que l'Ukraine et Zelensky ont lancé leur campagne de contre-offensive en juin, conçue pour amener la Russie à la table des négociations, à des conditions que l'Ukraine jugerait acceptables. Cela impliquait probablement beaucoup plus d'aide, en particulier de la part des États-Unis. Parce qu'un grand nombre de ces cibles, frappées très loin à l'intérieur de la Russie, ont été touchées avec une précision extrême. Et cela signifie presque certainement qu'ils disposaient de technologies occidentales, ainsi que de données de ciblage fournies par l'Occident. Parce qu'il est difficile d'obtenir ce niveau de précision avec leur seule capacité nationale. Il devenait donc de plus en plus évident que l'Occident s'impliquait de plus en plus. Et maintenant, nous avons cette série d'attaques qui se poursuit. Au cours de la nuit, je crois que sur une période de 24 heures, environ 2000 drones de différents types ont été lancés par l'Ukraine contre la Russie. Presque tous ont été abattus. Presque, mais pas tous. Certains ont trouvé leur cible. Et ces derniers jours, certains ont frappé des infrastructures vraiment importantes, comme les capacités de raffinage. Cela a d'ailleurs un impact négatif sur nous et sur le marché mondial. Nous vous l'avons montré plus tôt aujourd'hui. Je l'ai encore affiché là-haut. Nous avons ce problème avec les marges de raffinage du diesel. Cela équivaut à 102 $ le baril, ce qui, je pense, est un record historique. Pas seulement dans cette guerre. Je ne suis même pas sûr que ce soit déjà monté plus haut. Et c'est le résultat, c'est une combinaison de ce qui se passe au Moyen-Orient, avec le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, et des frappes ukrainiennes contre les capacités de raffinage de diesel en Russie. La Russie exportait beaucoup de diesel et beaucoup de carburant aviation. Mais à cause des frappes contre ces raffineries, qui assurent une partie des capacités de raffinage de ces deux produits, la Russie doit désormais préserver ce qu'elle a. Elle ne le met pas sur le marché mondial, elle l'utilise elle-même, et même là, elle doit en limiter l'usage. Mais l'impact sur la Russie est négligeable. C'est gênant. Cela peut l'obliger à se serrer la ceinture, à procéder à quelques changements, à réorganiser certaines choses en interne. Mais l'impact sur le marché mondial est un peu plus important, parce que nous sommes déjà contraints au Moyen-Orient. Et maintenant, il y a des contraintes supplémentaires à cause de ces actions de l'Ukraine, soutenues par l'Occident, qui finissent en fait par nuire une nouvelle fois à l'Occident. C'est donc encore un exemple de ces situations où l'on semble se tirer une balle dans le pied sans même avoir la moindre idée de la direction que ça prend. Et justement, où est-ce que ça va mener? Parce que beaucoup des cibles qui ont été frappées récemment en Russie étaient précisément des cibles moins défendues, des choses qui ont une forte valeur émotionnelle. Elles ont aussi une forte valeur visuelle. Et ça aide dans la guerre des relations publiques, pour maintenir le soutien en Occident, pour montrer « Hey, on fait quelque chose ». Et bien sûr, on en a vu le résultat. Ces derniers mois, en particulier, un certain nombre de généraux sont venus dire que le cours de la guerre avait tourné.
Nous avons désormais mis la Russie sur la défensive. Nous avançons dans une direction où ils vont ressentir la douleur de la guerre. À tel point que bientôt, si nous continuons ainsi, Poutine va subir suffisamment de pression politique intérieure pour devoir venir à la table des négociations, chapeau à la main, avec des conditions que nous pouvons accepter. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. D'abord, il est presque impossible que cela arrive. Au contraire, cela risque de donner davantage de crédibilité et d'influence à la droite, aux faucons en Russie. Ils ont leur propre version de cela, pour frapper plus fort, plus profondément et plus souvent du côté ukrainien. Cela se produit jusqu'ici parce que la partie russe a intensifié ses frappes. Elle a déjà touché beaucoup de cibles supplémentaires, ce qui a nui à la partie ukrainienne, et elle a fortement intensifié ce type d'attaque. Et maintenant, bien sûr, il n'y a pratiquement plus de défense aérienne contre les missiles balistiques. La Russie peut donc continuer à frapper tout ce qu'elle vise. Il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Mais l'idée que ces frappes vont empêcher la Russie de poursuivre la guerre et la contraindre ensuite à venir à la table des négociations pour modifier ses conditions est tout simplement absurde, parce que cela ne se produira pas. Vous pouvez frapper leur équivalent d'Amazon toute la journée. Mais je crois que cette vidéo-ci montre la ligne de front avec certaines des bombes planantes russes qui continuent de produire leurs effets. Donc, toutes ces frappes n'avaient absolument rien à voir avec les attaques menées sur la ligne de front par les forces russes contre le camp ukrainien. Tout ce que ça fait, c'est produire de belles vidéos qu'ils peuvent montrer pour dire qu'ils s'en prennent aux Russes, ou peu importe. Mais ça ne change rien. Mais il y a un problème de fond supplémentaire. Ça donne à l'Occident un sentiment d'invulnérabilité. Du genre, je sais, ça ne va rien provoquer. C'est comme frapper Amazon aux États-Unis. Ça va énerver beaucoup de gens. Ça va mettre les gens en colère. Mais ça n'aura rien à voir avec la guerre. Cette affirmation selon laquelle la Russie utilise Wildberries comme lieu de distribution de matériel militaire, je ne sais pas. Il pourrait y avoir certains biens à double usage. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais c'est sans conséquence, parce qu'il dispose d'un système de distribution militaire qui n'est pas touché, justement parce qu'il a davantage de capacités défensives. Et bien sûr, le pays est si vaste et si étendu que vous n'allez pas pouvoir l'affecter. J'ai encore ça ici d'ailleurs. Quand on voit un pays aussi étendu et que la Russie peut répartir une grande partie de ses capacités de production un peu partout, vous n'allez tout simplement pas pouvoir les atteindre. Alors à la place, ils visent Moscou, des endroits qu'ils peuvent atteindre, et des endroits où il y a des caméras pour que les gens puissent filmer tout ça. Et ensuite pousser notre camp à se dire, oui, eh bien, continuons à soutenir la guerre. Voilà le problème. Et c'est un gros problème. Donc avec cette déclaration de l'ambassade russe, encore une fois, elle vient officiellement de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni, ils disent qu'il y aura des conséquences et que plus vous êtes impliqués, plus les conséquences seront graves. Après, chacun est libre d'interpréter ce que cela veut dire. Mais si nous continuons à croire qu'il n'y a pas de limite, pas de ligne rouge pour la Russie, alors, littéralement, il n'y a rien que nous puissions faire, parce que nous continuons de nous dire l'article 5, 32 contre 1. La Russie ne fera jamais ça. Ce n'est pas une hypothèse sûre. Il y a une chose sur laquelle cet ancien vice-ministre des Affaires étrangères a raison. Il y a beaucoup d'anciens conseillers militaires. On en voit beaucoup dans certains médias russes, sur Telegram et ailleurs, qui sont convaincus que l'OTAN ne réagirait pas. Or, ils pourraient se tromper lourdement. Ce pourrait être une erreur de calcul catastrophique du côté russe s'ils pensent que les États-Unis ne s'impliqueraient pas vraiment
et qu'il pourrait frapper même le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France, sans qu'il y ait de réponse. C'est peut-être pas une hypothèse sûre, mais peu importe que nous le pensions ou non. S'ils pensent que c'est une hypothèse sûre, ils peuvent agir en conséquence. Tout comme l'Occident le fait, et surtout le Royaume-Uni, en partant du principe que la Russie ne fera jamais rien. On a donc deux camps qui supposent que l'autre ne fera rien. Un camp agit clairement en conséquence, et nous ne devons surtout pas nous retrouver dans une situation où l'autre camp commencerait à agir en conséquence parce qu'il se dit comme vous que bon, il ne ferait pas ça parce que ça pourrait entraîner une guerre nucléaire. Donc, ils ne sont pas stupides, ils ne le feront pas. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons de notre côté en continuant à soutenir tout ça par une intervention directe sur le terrain. C'est une situation dangereuse. Je sais que tout le monde en Occident veut paraître fort. Et je sais que tout le monde veut dire « Ouais, on ne reculera devant personne. Et si vous nous menacez, ah ouais? Alors on va en remettre une couche, parce que c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. » On s'est habitué à ce que personne n'ait l'ascendant sur nous par la menace. On pourrait continuer à faire monter les enchères. Nous pourrions monter dans l'échelle de l'escalade et tout le monde finirait par reculer. C'est en quelque sorte dans notre ADN depuis la guerre froide. Et tout ce qui s'est passé depuis n'a fait que renforcer cette idée. Mais un jour, nous pourrions découvrir que cette dynamique a changé, que les conditions ont changé, que l'autre camp pourrait se dire « Je vois vos missiles, je vois que vous n'avez pas de défense aérienne, je vois que vous manquez de détermination, vous avez de grandes paroles, mais peu de muscles, je ne pense pas que vous le ferez. » Et il pourrait enfin être prêt à mettre cela à l'épreuve, tout comme il a fallu du temps avant que notre camp teste les lignes rouges russes. Et à chaque fois qu'il les repoussait, ils allaient un peu plus loin. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on en soit presque à un affrontement direct et ouvert, avec littéralement de la technologie britannique, leur technologie de ciblage. Je veux dire, ils font tout sauf appuyer sur la gâchette. La partie russe pourrait faire la même chose, juste un peu plus tard dans le jeu. Et une fois ce seuil franchi, mes amis, c'est un tout nouveau monde auquel nous allons être confrontés. Nous allons suivre cela de très près pour vous et continuer à surveiller la situation. Mais là, dans environ 5 minutes, nous recevons le professeur Saed Mohammad Marandi. Il répondra à beaucoup de questions que nous nous posons et qui ont été soulevées par certains éléments que nous avons vus dans des déclarations publiques officielles iraniennes sur la direction que prend cette guerre. Et l'Iran est-il sur le point d'en déclencher une? Nous verrons cela dans environ 5 minutes dans le Daniel Davis Deep Dive. See you there in about 5 minutes on the Daniel Davis Deep Dive.